Bonjour, Jean-François Elfraissy, je suis professeur de médecine en immunologie. J'ai dirigé un service de médecine interne et d'immunologie à l'hôpital de Bicêtre pendant une longue période. J'ai été impliqué dans le VIH-Sida depuis les années 82-83. Je me suis occupé à la fois d'aspects très fondamentaux de compréhension entre le VIH et le système immunitaire, et puis ensuite d'un gros service qui prenait en charge les patients VIH. Et puis après, voilà, en vieillissant, on m'a confié un certain nombre de responsabilités. J'étais directeur du comité scientifique de SIDAction, et puis après directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, la NRS, entre 2005 et 2016. Oui, alors chercher dans les souvenirs, c'est difficile parce qu'il y en a énormément. Euh, je dirais qu'un souvenir, parce que le VIH-Sida est à la fois est une maladie, mais c'est bien autre chose, hein. C'est toute une période qui a forgé toute une génération de médecins. On était plus jeunes à l'époque et qui nous a interpellés sur ce qu'était la relation entre un médecin et son patient, et que la maladie finalement appartenait au patient. Ça nous a ouvert sur comment travailler avec le milieu associatif. Ouais, c'est beaucoup de choses évidemment qui se bousculent. Peut-être deux, trois souvenirs. Le premier, j'étais à l'époque à Antoine Béclair à Clamart, et j'avais commencé à prendre en charge des patients plutôt banlieue sud. Alors il y avait un mélange, il y avait à la fois des patients qui étaient homosexuels, mais il y avait des patients qui étaient usagers de drogue. On n'était pas le service le plus pointu à l'époque. Il y avait Claude Bernard, il y avait la Pitié-Salpêtrière. Mais un souvenir quand même très fort, c'est pendant plusieurs mois. J'avais mon bureau qui donnait sur le palier du 3e étage de l'hôpital Antoine Béclair, et pratiquement tous les lundis matins, sur ma porte de bureau, j'avais marqué salle PD. Et ça m'a beaucoup interpellé, parce que je me suis dit, mais dans le fond, on est là, ma génération était très formée aux techniques, alors avec cette maladie, il y avait d'autres enjeux majeurs, des enjeux humains, bien sûr, des enjeux de positionnement, d'accepter les autres. Ça n'a pas duré, parce que c'était une inquiétude de la part de l'ensemble du personnel qui ne comprenait pas ce qui se passait, et ensuite les homosexuels ont été superbement bien reçus par les équipes soignantes partout dans l'ensemble des hôpitaux. Donc ça a été un blocage très temporaire. Mais c'est pour montrer, ça m'a beaucoup interpellé, je le montrais à mes externes et à mes internes, pour leur dire, voyez, c'est ça qu'il faut qu'on refuse. Cette maladie, c'est pas seulement une maladie, c'est aussi une maladie sociale dans une certaine mesure. Donc ça, c'est un premier grand souvenir. Le deuxième souvenir, c'est en 1994, je dirigeais à l'époque un essai conjoint avec les États-Unis, avec le NIH, avec Tony Fauci, sur est-ce qu'un médicament, l'AZT, peut-il réduire la transmission du virus de la mère à l'enfant lors de la grossesse. On sait que c'est le 3e mécanisme de transmission, alors que l'AZT avait été seul, ne faisait rien sur la maladie, hein. C'était une des nouvelles terribles du congrès de Berlin de 91-92. On s'était lancé avec l'idée que, à titre préventif, et non pas à titre curatif, il pouvait peut-être avoir une action. Et donc c'était un essai commun sur lequel j'avais énormément travaillé, qui était un essai entre l'ANRS, d'une part, et puis les États-Unis, l'essai NRS 024 ACTG 076. Et en février 1994, c'était la période la plus noire du VIH. Hein. On n'avait pas encore les trithérapies, on avait un peu les bithérapies qui commençaient. Mais enfin, c'est une période extrêmement difficile. Eh bien, on a le comité indépendant de l'essai arrête l'essai. C'est un essai randomisé. Hein. Il y avait toute une discussion. Est-ce qu'on avait le droit de faire un bras placebo ou pas?
et arrêt de TC parce que l'AZT réduisait de 60% le taux de transmission de la maman à son bébé. Et avec les résultats de cet essai, qui a été immédiatement opérationnel en France, dans l'ensemble des pays, et très rapidement aussi dans les pays de ressources limitées, on a sauvé des millions et des millions d'enfants. Et c'est exceptionnel dans la vie d'un médecin de pouvoir participer à la fois à un essai qui change la donne, et qui change la donne dans un très court terme, parce qu'il y a eu des recommandations de l'OMS, et donc ça c'est un très 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 grand souvenir. Et puis le troisième souvenir que j'ai, il est de nature aussi à la fois scientifique et amicale, c'est lors de la remise du prix Nobel de Françoise Barré-Sinoussi à Stockholm. J'assistais à cette cérémonie, puis j'étais directeur de l'ANS, puis surtout Françoise Barré est une grande amie, on a beaucoup travaillé ensemble sur de très nombreux sujets, et c'était quand même aussi un très très grand moment. Donc voilà, sur cette période entre finalement 83 et puis sur la période qui va jusqu'à 2008, voilà 3 grands souvenirs. Évidemment, j'en ai d'autres, mais voilà 3 grands souvenirs. Moi, je dis que le VIH/SIDA a changé ma vie, pas seulement ma carrière, hein. Mais il a complètement changé ma vie et ma vision, entre guillemets, du monde, des autres, du respect des autres, du respect des personnes qui ne pensent pas, qui ne sont pas comme moi. Ça m'a appris tout ça quand j'étais jeune médecin. J'ai appris l'échec en médecine aussi, hein, et ça m'a servi pour d'autres grandes pandémies, c'est-à-dire je faisais partie de la génération où la médecine était extrêmement triomphante, et puis on tombe tout d'un coup sans rien, entre 83 et 96, l'arrivée des trithérapies. Alors on construit au fur et à mesure, j'étais fondamentalement un chercheur, mais c'était quand même une période très difficile. Alors ce que je retiens dans les leçons, c'est premièrement que c'est le fait d'agir ensemble entre des chercheurs de recherche fondamentale, les cliniciens, et puis les associations de patients. Et c'est ça, c'est cette forme de lobbying très forte qui nous a fait avancer et a obligé les politiques à nous suivre, entre guillemets, sur un certain nombre de grandes décisions. Le deuxième élément que je retiens, c'est que je le savais, mais ça s'est véritablement focalisé à partir surtout du sida, c'est voilà, que la médecine n'est pas seulement un acte technique, que c'est fondamentalement un acte humain, et c'est ça qui est important, mais c'est aussi un acte politique. Et notre engagement des nombreuses équipes de ma génération, une fois de plus, pas seulement les médecins, mais les chercheurs et le milieu associatif, était éminemment un acte politique, et pour faire changer les choses. Et le troisième point, c'est que c'était la période sur laquelle on avait réussi à convaincre les politiques que la recherche était un élément fondamental, bien sûr pour les patients eux-mêmes, mais aussi, je dirais, en acte, en construction intellectuelle. Malheureusement, cette période est un peu passée, en particulier en France, hein. Et pourtant, c'est fondamentalement avec des grandes questions de recherche sur lesquelles on bute et sur lesquelles on avance pas par pas, finalement qu'on finit par résoudre des grandes questions. Alors, est-ce qu'on a tiré des leçons de tout ça en 2021-2023, en particulier à l'occasion du Covid ? Et je me dis oui et non, et bon, j'ai été en charge de prendre en charge au niveau médical et scientifique le Covid en France, comme conseiller, comme président du conseil scientifique, et je me dis qu'on a tiré des leçons. Je suis frappé par le fait que dans la plupart des grandes démocraties européennes et mondiales, les gens qui se sont occupés du Covid étaient issus du milieu VIH au niveau scientifique. C'est frappant. C'est partout. C'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis. On nous a retrouvés. Ça montre donc qu'on a de la pêche d'abord, parce qu'on a vieilli,
mais aussi parce qu'on a été formé à ça, et on a construit autour de ça. Et le deuxième élément, c'est que, un de mes grands regrets dans Covid, c'est de ne pas avoir réussi à plus gagner la confiance. Pour la résolution des crises se passe par la confiance, et la confiance, elle n'est pas acquise, elle se gagne au quotidien. Elle repose sur cet enjeu qu'a construit le sida, d'enjeu de démocratie en santé, où on a des experts, des sachants, on a des politiques qui décident, mais on a les citoyens ou les malades qui donnent leur avis et qui aident à la construction de la réponse finale. Et malheureusement sur Covid, parce que la temporalité a été beaucoup plus rapide, parce que c'était un événement tellement extraordinaire, parce que ça ne touchait probablement aussi pas des populations particulières, mais l'ensemble, et que c'était plus difficile à mobiliser, cet aspect autour de la société, eh bien, qui était une des grandes leçons du sida, de construire autour du patient, on ne l'a pas fait suffisamment autour du Covid.